Edouard Boulanger, 41 ans, français, que je viens de gagner le Dakar avec Stéphane Federancel en étant son copilote. Tour de France d'aviron, triathlète à haut niveau et puis dernièrement rallye cross-country. J'ai ramené 7 titres de champion de France, j'ai gagné la Coupe d'Europe de la jeunesse. Tout ça, moi j'ai fait des études d'ingénieur en mécanique. Mon premier Ironman, je l'ai fait à 35 ans. Comme ingénieur consultant à mon compte, qui me permet en fait de jongler entre mes impératifs sportifs et puis les impératifs professionnels. Au-delà des valeurs du sport, tu rajoutes les valeurs de l'aventure parce que tu partages les mêmes valeurs, les mêmes envies et peu importe que le reste de l'année tu sois pâtissier ou millionnaire, quoi, tu vois. Salut les sportifs, c'est Hermano et c'est la voix chargée de plein d'émotions que j'ai un gros message à vous faire passer. Tout d'abord, j'ai été absent ces derniers temps quant à la publication des épisodes de ce podcast dans les vestiaires et je m'en excuse. Certaines choses m'en ont empêché et quand je vois la chute de l'audience, je suis partagé entre défaitisme et envie de continuer en essayant de séduire plus d'auditrices et d'auditeurs. Comme je l'ai toujours expliqué en intro, pendant les épisodes et en conclusion de ce podcast, je ne nourris aucun espoir de vivre de mes productions. En fait, je les voyais plutôt comme ma petite contribution au grand nom du sport, de l'aventure, de l'exploration qui rencontrent énormément de difficultés à vivre d'eux et par leurs rêves. Et pourtant, à force de résilience et de combativité, la plupart s'en sortent pas si mal. Ils parviennent à survivre, quoi. D'ailleurs, peut-être avez-vous déjà eu l'occasion de m'écouter m'exprimer chez d'autres amis podcasteurs qui m'ont donné la parole pour expliquer plus en détail ce projet. Ou peut-être avez-vous lu ou entendu par-ci par-là que je me lançais dans le défi Agrippa 2022, un défi sportif, solitaire et solidaire qui aura lieu en mai 2022. En tout cas, à l'heure où j'enregistre ces petits mots, ces dernières semaines ont été rudes pour moi et c'est l'heure de la remise en question. Du coup, j'ai encore quelques belles interviews réalisées avec des personnalités extraordinaires et je leur dois bien au moins de les laisser s'exprimer et de diffuser leur message. Mais je vais devoir prendre du temps pour moi, pour ma famille et pour finaliser mon projet Agrippa. Alors rassurez-vous, je n'envisage pas d'arrêter ce podcast, bien au contraire, mais plutôt de m'accorder plus de temps entre chaque épisode, d'être un peu moins pointilleux sur la qualité du montage et de ne plus partir à la chasse aux invités, mais uniquement me laisser porter par les recommandations. Aujourd'hui, je vous propose le témoignage d'un sportif pour ainsi dire plus que complet. Après un début sur l'eau, il a laissé s'exprimer sa passion pour un autre sport avant de goûter aux joies du triathlon, tout en restant avec un pied dans son sport favori, qu'il fait vibrer, qui lui a permis de créer son métier. Je dois avouer que quand je l'ai contacté, je pensais vraiment pas qu'il donnerait suite. Et pourtant, comme quoi, et c'est tout à son honneur, même les plus grands champions sont accessibles et prêts à partager avec un amoureux du sport, aussi anonyme soit-il. Si le témoignage de mon invité vous parle, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à lui faire un petit clin d'œil sur les réseaux sociaux de ma part et à nous taguer sur Instagram. Je voulais aussi remercier très chaleureusement Sylvain du podcast Moi, Prof et Manchot. D'ailleurs, si vous avez écouté un des anciens épisodes que j'avais appelé Moi, sportif et interviewé, c'était un petit clin d'œil à Sylvain. Sylvain, il m'a tout simplement proposé de reprendre tous les montages qui étaient en attente. C'est donc grâce à lui que vous pouvez apprécier le discours de mon invité aujourd'hui. Allez, assez parlé, je vous laisse justement avec celui-ci. Je vous laisse avec Edouard Boulanger. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Comme toujours, je reçois des grands noms du sport, de l'aventure, de l'exploration, voire même des artistes. Aujourd'hui, je reçois un artiste du sport que je vais laisser se présenter, mais je suis vraiment très honoré d'avoir réussi à organiser cette entrevue qui s'est faite de manière assez rapide, je dois le dire. Cher invité, écoute, je ne vais pas broder plus que ça. Je te laisse te présenter. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Et puis après, on va rentrer un peu plus dans les détails de toi, de ton sport et de ta carrière. Merci Hermano pour la présentation. Je suis honoré et franchement, c'est sympa comme tout d'avoir pu partager ce petit moment avec toi pour le podcast. Donc Edouard Boulanger, 41 ans, français, et puis dernièrement un petit peu sur les feux de la rampe dans le sport automobile parce que je viens de gagner le Dakar avec Stéphane Federancel en étant son copilote.
Et voilà. Après, par contre, on aura le temps probablement de détailler, mais un passé sportif clairement varié, aussi bien champion de France d'aviron que triathlète à haut niveau. Et puis dernièrement, voilà, focus sur le rallye cross-country. Ah mais je comprends mieux en fait pourquoi est-ce que tu m'as répondu aussi vite, parce que sportif de haut niveau en aviron, bah je sais pas si tu as vu dans l'historique de mes invités, mais j'ai eu Jérémy Azou, Mathieu Androdias, je pense que c'est des noms qui te parlent. Ouais, on se connaît pas personnellement parce qu'ils sont plus jeunes que moi, mais ouais, bien sûr. On fixe déjà un peu le décor parce que bon, on a le même âge, voilà, on va dire ça. Et puis triathlète, bon bah ça tombe bien, moi aussi j'ai arrêté parce que je peux pas mettre les petits trous sur le vélo et j'ai tendance à tomber un peu trop souvent en ce moment, donc je me suis reconverti vers le swimrun. Mais ok, je pense qu'on a quelques points communs. On va réussir à s'entendre pendant cette entrevue. Ça marche. Donc tu nous as dit, tiens, revenons déjà sur toi. Comment est-ce que tu es venu au sport? Qu'est-ce qui a fait que tu as découvert le sport? Par quel sport es-tu rentré dans ce domaine privilégié des sportifs? Écoute, moi le sport c'est depuis toujours, réellement depuis que je suis gamin, c'est ma valve de sécurité. C'est comme ça que je me défoule, c'est comme ça que je me déstresse, et ça a toujours fait partie de ma vie. C'est-à-dire que même quand j'étais à l'école, dès que les devoirs étaient finis, je partais dans les bois. Et voilà, on habitait à la campagne, donc j'avais la possibilité de prendre l'air. Et donc c'était vraiment c'était naturel. Et puis après, comme ça se fait souvent, tu suis les copains. Et moi j'habitais à Verdun à l'époque, dans la Meuse. Et les copains là-bas, il y a une activité, c'est l'aviron. Et donc mes copains faisaient de l'aviron. Donc du coup, si je voulais rester avec eux, je me suis mis à l'aviron moi aussi. Et puis avec un certain succès, parce que Verdun a un grand club, il y a vraiment une éducation de champions là-bas. Et donc pendant 6 ans, j'ai ramé à fond avec eux. J'ai ramené 7 titres de champion de France. J'ai gagné la Coupe d'Europe de la jeunesse. J'étais en pôle France après à Lyon d'abord et puis ensuite à Nancy. Donc c'était 6 années d'aviron très riches j'y suis arrivé un petit peu par hasard juste en suivant les copains. Mais après c'est vrai qu'on y prend goût et c'est un sport que j'ai adoré. Et mais à côté de ça, j'ai été un petit peu, moi j'ai pris le sillon de mon grand frère qui lui était focalisé sur la moto, sur les rallye raids. Et puis comme souvent le petit frère y suit, et donc du coup voilà, c'est vrai que l'aviron, j'y suis allé avec les copains, et par contre la passion c'était les sports mécaniques et spécifiquement la moto et les rallye raids. Et donc moi personnellement, j'ai commencé à faire de la moto à 12 ans avec un objectif clair, deux objectifs clairs pardon, c'était on voulait faire l'enduro du Touquet et puis le Dakar en moto. Point barre. Après le reste c'était des entraînements on va dire, mais pas d'objectif de motocross, pas d'objectif d'enduro. Nous, ce qui nous intéressait, c'était la navigation, le désert, les grands espaces. C'est ça qui nous faisait rêver, quoi. Bon, on va revenir un peu dessus, mais là, vous venez de gagner le Dakar, tu l'as dit, avec Stéphane Peter Hansel. C'était une petite voiture, mais c'était pas en moto. Donc, il y a eu un petit switch à un moment quand même dans ta carrière, non? Clairement. C'est assez vite compréhensible dans le sens où c'est un sport mécanique. Par définition, ça coûte très cher. Le rallye raid n'échappe pas à la règle. Et donc en fait, déjà la moto, c'était la passion première. Et c'est aussi, il faut être réaliste, c'est le plus économique, quoi. Si tu veux commencer, si tu veux vivre un petit peu ta passion des sports mécaniques, la moto c'est faisable avec un boulot, avec un salaire. Si tu arrives à être assez économe, tu peux financer tes activités tout seul. C'est pas facile, mais ça se fait. En voiture, c'est clairement impossible. En voiture, où tu as des sponsors, où tu es riche de famille, où tu as où tu es entrepreneur et tu arrives à financer tes activités différemment. Mais les budgets que demande la voiture sont juste inimaginables et pour le kidam. Donc voilà, moi j'ai vécu de la moto pendant longtemps. Enfin, j'y suis arrivé par la moto. Et puis après, une fois que tu es dans le milieu et que tu commences à te faire un nom, à te faire une place à partir de certaines capacités, moi mes capacités premières c'était la navigation. Voilà, je suis petit à petit été entre les deux, à la fois en moto et en voiture. Et puis après, il y a des opportunités comme celle de Stéphane qui se refuse pas. Mais jusqu'à présent, j'étais lié au monde de la moto. J'étais sous contrat KTM. Et donc voilà, pour moi, c'est un peu la nouveauté de passer uniquement sur 4 roues, c'est un petit peu la nouveauté. Bon, on y reviendra. Je voudrais encore revenir un petit peu sur ton passé de sportif. Et puis peut-être si tu as le temps en off ou un autre jour, on en reparlera parce que mon fils me tanne pour faire de la moto aussi. Il a 11 ans, le numéro 3. Donc j'irai à la pêche aux bonnes infos. Ça marche. Donc tu m'as dit, tu as commencé en aviron. Alors déjà, je note une différence par rapport à Mathieu Androdias, par rapport à Jérémy Azou, qui eux ont commencé pas à Verdun et qui disaient que justement, ils ont commencé dans des petits clubs, et puis c'est assez difficile pour commencer dans l'aviron et pour percer dans le haut niveau parce que c'est quand même pas une grosse fédération. C'est pas comme la fédération de tri ou comme une fédération de tennis ou autre. Comment est-ce que toi t'es
t'as réussi à percer. Donc, t'as commencé assez jeune. T'as dit que t'as été en championnat de France. L'aviron, j'ai commencé à 15 ans. Donc, c'est relativement tard. Par contre, voilà, il y avait mon groupe de copains qui en faisaient. Eux, ils en faisaient depuis déjà des années. Donc, je suis arrivé un petit peu le dernier dans le groupe. Donc, j'ai pris le bateau en marche. C'est vraiment le cas de le dire. Donc, j'ai appris rapidement parce que le niveau de base était déjà fait. Donc, moi, je me suis adapté à leur niveau. J'ai dû le faire assez vite. Et après, comme je te disais, Verdun est vraiment un club qui a maintenant plus de 130 ans d'histoire. Je sais pas, honnêtement, j'ai perdu le compte du nombre de titres qu'ils ont gagnés, mais c'est vraiment une école de champions. Et donc, ça demande une certaine rigueur, c'est-à-dire que même à partir de 15 ans, on s'entraînait au minimum 6 fois par semaine. Ça pouvait monter jusqu'à 12 fois par semaine quand on était par exemple en vacances. Donc ils connaissent la formule pour faire des champions. Donc c'est très contraignant, mais une fois que tu rentres dans le moule et que tu as les capacités de base, donc c'est l'endurance, la force physique, donc voilà, si ton gabarit correspond aux besoins, c'est vrai que ça va relativement vite. Et après, par contre, ça demande voilà des sacrifices notables dans le sens où quand t'es ado, t'as pas forcément envie de t'entraîner 10 ou 12 fois par semaine. Et sachant qu'un entraînement c'est 2 heures plus le temps de préparation et autres, ça voilà, tu fais le compte, tu fais pas grand chose de plus dans ta vie, quoi. C'est sûr que par rapport à un montagnard qui s'entraîne pour du trail, il a juste une paire de baskets, un short à mettre et puis il est parti. En aviron, faut préparer le bateau, faut préparer le matos, faut aller sur place parce que j'imagine que t'habites pas au bord du lac. Faut respecter les horaires parce que t'es avec des coéquipiers, parce que t'es avec un entraîneur, donc c'est relativement contraignant de ce côté-là. Et donc c'est vrai que d'un côté c'est une école qui était formidable et puis ça m'a un petit peu aidé à forger le physique parce que ça te donne le fond qui honnêtement aujourd'hui j'utilise toujours ce fond-là. Enfin c'est grâce à ça que j'ai ensuite fait d'autres sports d'endurance. Mais c'est vrai que ça d'un autre côté ça t'enlève les possibilités de faire autre chose. Et c'est ça quelque part qui me frustrait un petit peu parce que je pouvais pas faire du vélo, je pouvais pas aller faire de la moto, je pouvais voilà, les années aviron c'était que ça. Après quand les résultats sont là, je veux dire la satisfaction arrive et puis ça passe. Ouais. Mais c'est un sport qui est hyper contraignant si tu veux percer, ça c'est ça. Alors juste pour revenir sur le sport, tu nous dis ça donne le fond pour faire après d'autres sports d'endurance. Pourtant les compétitions d'aviron, elles sont plutôt sur des distances assez courtes et sur des temps assez courts. Est-ce que tu veux dire que vous travaillez énormément le fond, l'endurance? C'est une question innocente, même si je pense que j'ai la réponse. T'as raison, parce que c'est vrai que les courses effectivement c'est 6-7 minutes en fonction de l'embarcation, c'est court, mais par contre c'est hyper intense, au niveau cardiaque t'es à 180 tout le temps. Et par contre, c'est au niveau des entraînements, chaque entraînement, c'est entre 16 et 20 kilomètres, ce qui représente voilà 2 heures à un niveau cardiaque nettement plus lent, on va dire, de l'aérobie. Donc t'es à peu près tous tes entraînements, t'es entre 140, 160 de pulse. Et donc c'est ça qui te forge ton cœur, ta cage thoracique, elle est formée sur les entraînements. Après, donc les courses en elles-mêmes, c'est un effort violent par rapport à la préparation, par rapport aux entraînements, c'est sûr. Mais ça représente rien par rapport à la quantité d'entraînement, quoi. Ouais, effectivement, ça permet de reboucler sur d'autres podcasts que je produis et notamment Nakan où on parle des sports d'endurance et du triathlon d'endurance. Donc si tu veux, tu pourras aller écouter. Mais on le répète souvent, très souvent, tout le temps, ça ne sert à rien de s'entraîner à haute intensité tout le temps. Si vous voulez performer, si vous voulez courir longtemps et vite, déjà apprenez à courir lentement. Ouais, mais c'est très lentement. L'aérobie. Ok, donc carrière dans l'aviron, t'as commencé vers 15 ans, bon, un peu de frustration parce que t'arrivais pas trop à faire à t'exprimer dans les sports mécaniques à côté parce que c'était un sport très prenant. C'était clairement infaisable de faire les deux. D'un autre côté, les sports mécaniques, moi j'ai la chance d'avoir eu des parents qui m'ont jamais bridé pour mes envies, mais par contre ils m'ont jamais aidé non plus. Ils m'ont dit tu fais ce que tu veux, mais tu te débrouilles. Et donc forcément à un moment donné quand t'es ado tu n'arrives pas à financer le sport mécanique tout seul, donc c'était un petit peu d'un côté la frustration parce que je pouvais pas le faire, mais d'un autre côté je pouvais pas le financer, donc c'était un sujet qui n'existait pas vraiment. Par contre la frustration s'est un petit peu amplifiée quand j'ai commencé à travailler, à avoir un peu plus de finances de côté. Là j'ai commencé à avoir envie de faire un peu plus. Ça a apporté un peu de déséquilibre dans l'aviron. Je me suis pas forcément fait bien voir de certains entraîneurs parce que pendant les demi-journées de repos et choses comme ça, j'allais faire de la moto, donc c'était considéré comme un sport à risque. Donc c'est vrai qu'à la fin, au final, j'ai fait 6 ans d'aviron. À la fin, c'était un petit peu tendu parce que je commençais à avoir la possibilité de rouler en moto et c'était pas quelque chose qui plaisait beaucoup aux entraîneurs. Donc
Donc voilà, ça c'est un petit peu terminé, pas tout à fait comme on l'imaginait, mais voilà, j'ai rien à regretter, franchement. Enfin, avec les titres que j'ai gagnés, c'était des super années. Et donc après, ça s'est terminé comme ça, l'aviron. Dès que j'ai pu rouler un peu plus en moto, voilà, j'ai saisi l'occasion, on va dire. Ok, bon, ça, je le garde ou je le coupe, le petit coup que t'as laissé sur la Fédé et les entraîneurs. Ouais, non, mais écoute, c'est normal, c'est normal. Enfin, après, chacun fait son rôle, hein. L'entraîneur, il essaye de sauvegarder son équipe au maximum. Après, c'est pas toujours facile de rester dans le moule, quoi. On est d'accord. Bon, après, je pense qu'au niveau préparation mentale, il y a aussi quelques entraîneurs qui auraient besoin de travailler, eux, sur la compréhension que l'épanouissement d'un athlète, et surtout d'un athlète de haut niveau, elle passe pas forcément par 140% dans ce sport, mais aussi par d'autres à côté. Bref, ça, c'est un autre sujet. Alors, tu disais, du coup, t'arrivais pas à mener de front l'aviron et les sports mécaniques parce que t'arrivais pas à les financer, puis t'arrivais pas à trouver le temps et autres. Mais justement, à quel moment, en tout cas dans le sport, dans l'aviron, ton besoin de financement a commencé à s'exprimer? Ou est-ce que justement, je sais pas, tu nous as pas dit, est-ce que tu continuais à étudier? Est-ce que tu avais pris un job par défaut, par dépit? Non, alors moi en fait, toutes les années d'aviron, ça faisait partie du jeu. C'était évident. Enfin, de toute façon, l'aviron n'est pas un sport professionnel, donc la question se posait pas. Il fallait évidemment que je continue à étudier. Donc en parallèle de tout ça, moi j'ai fait des études d'ingénieur en mécanique, d'abord à l'INSA à Lyon, et ensuite pour des questions d'aviron justement, j'ai fait la prépa à l'INSA à Lyon, et ensuite je suis monté à Metz. J'ai terminé mes études d'ingénieur à Metz, à l'ENIM. Et voilà, donc j'ai mené mes études au bout, j'ai pris mon diplôme, et puis après justement ça m'a permis d'obtenir mes premiers jobs d'ingénieur qui étaient relativement bien payés. Donc c'est grâce à ça que j'ai financé plus facilement la moto et notamment les rallyes. Ok, donc dans ta carrière comment on dit avironiste, avironneux, de rameur mince. Non mais ça je couperais, hein, ça c'est inadmissible. Oh là 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 là, Hermano. Surtout après en avoir interviewé. Non mais n'importe quoi. Enfin bref, dans ta carrière de rameur, est-ce que du coup, dans ta carrière de rameur, t'as pas cherché à la financer, t'as pas cherché de partenaire, t'as pas cherché de sponsor. C'est imfaisable parce que de toute façon, la carrière de rameur, ça coûte pas grand-chose. Deux, tu fais partie d'un club, donc c'est eux qui trouvent et qui doivent chercher les financements. Donc toi, en tant qu'athlète, t'as pas la place, t'as pas l'opportunité pour un sponsor. Et honnêtement, t'as pas le besoin de financer parce que ça te coûte du temps, mais ça te coûte pas de l'argent. Ouais. Bon, après, quand t'es étudiant, ça te coûte du temps, donc ça te laisse un peu moins de temps pour les études. Mais t'es étudiant, donc Mais moi, j'avais la chance d'être déjà reconnu comme sportif de haut niveau au moment du bac. Résultat, j'ai pu intégrer l'INSA Lyon en tant que sportif de haut niveau. Et ça change tout dans le sens où d'un côté, j'étais au pôle France d'aviron de Lyon. Et puis, c'est surtout au niveau de mon cursus scolaire, ça me donnait une année de plus pour faire la prépa. Et donc voilà, c'était le statut de sportif de haut niveau quand même te permet d'aménager ça correctement. Ouais, c'est vrai qu'en France, pour ça, on est quand même assez gâté. Ouais. INSEE à Lyon, comme Mathieu Androdias en fait. Ah ça je sais pas, je sais pas. Bah. Honnêtement, je sais pas quelle école il a fait, mais si tu me le dis, ça sera vrai. Donc ça c'est ta carrière de rameur et pas d'avironneur ou n'importe quoi. Tu switches doucement puis de plus en plus vers les sports mécaniques et en l'occurrence la moto grâce à tes jobs. Donc tu arrives à financer ça. À quel moment justement, est-ce que tu peux revenir avec nous sur ta carrière dans la moto? Ça commence doucement, ça commence fort. Alors, qu'est-ce que tu y fais? Comment tu finances? Moto, ça commence tout doucement, c'est-à-dire que c'était mon frère aîné a toujours 5 ans de plus que moi. Et, grâce à lui, j'ai pu on s'est acheté des motos quand moi j'avais 12-13 ans, mais c'était essentiellement lui qui les finançait. Et puis donc c'est comme ça que j'ai commencé gentiment en roulant sur les motos de mon frère en gros. Et puis après au fil plutôt que de recevoir des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux de Noël et autres, je demandais un peu d'argent pour m'acheter mes premières motos. Et après par contre je finançais ça avec des petits boulots d'été, des jobs d'été on va dire. Et donc jusqu'à ce que j'ai mon diplôme d'ingé, c'était vraiment du balbutiement, c'est-à-dire que j'avais une moto dans le garage et je m'entraînais dans les bois, dans la forêt, tout ce que tu veux. Par contre je faisais pas de compétition et c'était juste le plaisir. J'avais pas la possibilité de faire autre chose. Seule exception, c'était l'enduro du Touquet parce que mon grand-père habite au Touquet. Et donc ça, c'était mon père me payait l'inscription pour cette course-là. Donc en gros, je faisais une course par an qui était l'enduro du Touquet et ça, je l'ai fait pendant 14 ans. Et donc pendant 13 ans, pardon, de 98 à 2010. Et donc voilà, ça c'était mon premier goût de compétition, c'était ça. Et ça c'était
c'est sympa. Pas mal. Et ça chiffre à combien une inscription à l'enduro du Touquet? Aujourd'hui, j'ai perdu la main, honnêtement. Je sais plus trop, mais je pense qu'on doit être dans les 500-600 euros, un truc comme ça. Donc l'inscription en soi n'est pas excessive, mais par contre après, bah voilà, si tu fais les choses correctement, tu as la préparation de la moto qui va avec. C'est pas une course d'enduro dans les bois, donc faut préparer la moto avec un réservoir, avec une ligne d'échappement, avec une transmission spécifique, avec des pneus spécifiques, des réglages de suspension. Donc comme souvent, c'est pas l'inscription le problème, c'est le matériel qui va derrière. Si tu veux aller au bout de la course, il faut se préparer correctement. Donc t'as la préparation de la machine et puis aussi des entraînements qui vont avec. Et les entraînements, bah, c'est l'essence, les déplacements. Ouais, voilà. c'est ça, c'est le matériel et puis c'est l'entraînement du bonhomme. J'imagine que quand tu t'entraînes pour une course comme ça, tu fais pas une demi-heure comme ça à la volée quand tu rentres du boulot, quoi. L'entraînement, enfin ça, moi, là-dessus, je suis assez atypique, mais l'entraînement du bonhomme pour moi, c'est 100% autre que la moto. C'est-à-dire que la moto, pour moi, c'est tu bosses la technique, tu bosses ton pilotage, mais pas l'entraînement du bonhomme. L'entraînement du bonhomme, tu le fais en vélo, tu le fais à pied, tu le fais sur un ergomètre, tu le fais de 1000 autres façons. Mais donc c'est pour ça que moi en fait, c'était aussi une question de coût encore une fois, mais au final ça m'a bien aidé. C'est les sessions de moto, j'en ai fait toujours peu, mais c'était vraiment miré sur le pilotage. Et alors que l'entraînement physique, c'était fait avec autre chose. Une fois encore, ça te donne la caisse, quoi. Et chose que beaucoup de pilotes moto n'ont pas au final. T'as beaucoup d'excellents techniciens qui ont un style de pilotage génial parce qu'ils passent des heures et des heures sur la moto. Mais dès que tu commences à parler de courses d'endurance de 2 ou 3 heures, à la fin de la première heure, il n'y a plus personne. Et c'est comme ça que sur le Touquet, moi, j'ai fait des bons placements jusqu'à 26e scratch sur 1000 partants. Parce que la dernière heure de course, quand tout le monde est épuisé, moi, j'avais encore le physique pour gratter des places, quoi. Et c'est pas le profil normal d'un motard, en fait. Ouais, en même temps, je crois que tous les plus grands sportifs sont pas forcément, enfin, plus grands sportifs, entendons-nous bien, ceux qui se font plaisir et qui performent, c'est pas forcément ceux qui sont spécialisés justement dans leur sport, c'est ceux qui ont une ouverture un peu plus large et qui font pas mal de préparation physique généralisée, donc cette fameuse PPG, des sports croisés et autres, et on y reviendra sûrement, tu nous as dit que tu avais pratiqué d'autres sports. Je doute qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas, mais vu que mon audience est plutôt francophone et pas forcément franco-française, tu peux très rapidement nous faire un focus sur l'enduro du Touquet. Qu'est-ce que c'est comme course? Ouais, bien sûr. L'Enduro Touquet, c'était créé en 1978 par Thierry Sabine, donc le même créateur que le Paris-Dakar. À l'époque, il était adjoint au maire pour la communication et la presse. Et son focus, c'était tout simplement créer un événement en hiver pour dynamiser la station. Parce que le Touquet est une station balnéaire qui vit que l'été. Et voilà, ils ont cherché un petit peu la formule pour ramener du monde en hiver. Et t'as Thierry Sabine qui a eu cette idée-là, d'organiser une course de moto sur la plage. Et c'est comme ça que c'est né et c'est devenu un petit peu un événement juste incontournable et pendant très longtemps, peut-être même encore aujourd'hui, la plus grande course de moto au monde, dans le sens où il y a le plus grand nombre de partants sur la même ligne de départ. Pour question de sécurité, ça a été limité maintenant à 1000 motos sur la même ligne de départ, mais c'est monté jusqu'à 1200, 1300, quelque chose comme ça. Et c'est juste ahurissant. Pour ceux qui connaissent pas, regardez sur Internet le départ de l'enduro du Touquet. C'est quand même un truc de malade de voir 1000 énervés sur la même ligne de départ. C'est fou. Et l'autre spécificité, c'était une des premières courses qui mélangeait les amateurs et les professionnels. Et donc, parce que voilà, 1000 motards, il y a pas de critères de sélection. C'est simplement, il faut payer l'inscription et puis c'est tout. Et ce qui fait que tu te retrouves sur la même ligne de départ que les champions du monde de cross, d'enduro et autres, et alors que tu es peut-être un pilote du dimanche. Et ça, les deux ensemble, ça fait que ça c'est devenu une fête de la moto incontournable, surtout en France. Et voilà. Évidemment, déjà cette année, ça aurait dû être le week-end dernier, ça a été annulé. Et, et donc l'année dernière, je pense que c'était aussi un petit peu le merdier avec le Covid, mais au final, c'est une course qui rassemble plus de 300 000 spectateurs sur une ville qui normalement fait 5 000 habitants. Donc c'est juste une fête populaire incroyable. Ça doit être un gros bordel pour se garer, pour se déplacer, non? Passons. Non, mais c'est un truc de fou. Et donc c'est vraiment un événement atypique. Et pour ceux qui connaissent pas, ça vaut la peine quand même de au moins regarder sur Internet ce que c'est, regarder quelques images, notamment du départ, parce que c'est quand même une chose assez folle, quoi. Ouais, et puis on voit des motos qui s'éclatent dans les dunes, sur le sable. Enfin, c'est assez sympa. Ouais, combien de temps à peu près elle dure la course? Alors pour le milieu du peloton, la course, c'est minimum 3 heures. C'est-à-dire que le vainqueur doit faire 3 heures minimum. C'est-à-dire que s'il franchit la ligne à 2h59, il doit faire un tour de plus pour qui est au minimum 3 heures.
Et ensuite, pour les autres, en fait, une fois que le vainqueur a passé, donc c'est la fin de la course officielle, donc tu finis ton tour, ce qui veut dire que au final, c'est en général, tu es à peu près entre 3h15, 3h20 de course. Donc c'est pour ça que si on revient au concept d'endurance, là c'est un effort assez incroyable pour les motards. S'ils sont pas, il y a pas d'autres courses aussi longues et aussi physiquement demandantes. Donc, pour résumer, l'enduro du Touquet est à la moto ce que les 24 heures du Mans sont à la voiture, quoi. Ouais, probablement c'est assez vrai quoi, parce que enfin en voiture évidemment l'effort physique n'est pas le même, mais en termes de fête populaire et puis enfin le concept d'endurance, c'est sûr que on s'en rapproche, ouais. Ok. Donc là, on a fait un bon focus sur toi, sur ta carrière. Tu nous as dit aussi en introduction que tu étais triathlète. Comment est-ce qu'on passe de l'aviron à la moto au triathlon? Ah ouais, je t'ai donné un indice, c'est-à-dire que moi je me suis toujours entraîné que en vélo et en course à pied. Parce que j'aimais ça. Enfin, ces deux sports, j'aime beaucoup. Et après, pour moi, pas forcément le triathlon, mais l'Ironman, c'est la petite étoile, le petit objectif que j'ai toujours eu en disant, mais c'est un truc de cinglé, ça. Et voilà, j'ai un peu ce défaut-là d'aimer les trucs de cinglé. Et donc, je me suis dit, un jour, il faudra quand même que j'essaye. Et donc, comme j'ai fait de la moto pour faire le Dakar, je me suis mis au triathlon pour faire les Ironman. Et donc, je me suis mis à la natation par défaut parce que ça, c'était pas forcément mon idée principale, enfin mon sport préféré, on va dire. Mais au final, j'y ai pris goût. Et donc, j'ai jamais fait de triathlon sprint, j'ai jamais fait de triathlon olympique. Je me suis entraîné directement pour les Ironman et demi-Ironman. Et au final, j'adore ça. Mais ça, j'y suis arrivé sur le tard. C'est-à-dire que c'est un sport qui demande beaucoup d'expérience, qui demande beaucoup de connaissances de soi. Et donc mon premier Ironman, je l'ai fait à 35 ans. Et donc c'est peut-être un peu tard, mais je veux dire après c'est aussi une question de vie perso qui colle pas non plus avant, parce qu'il faut quand même donner une belle dose d'entraînement quand même à faire avant de te trouver sur la ligne d'un Ironman. Et donc voilà, c'est vrai que c'est un sport enfin, je pense que le triathlète représente vraiment le sportif par excellence. Parce que c'est quand même pas simple de maîtriser un sport. Alors en maîtriser trois, les enchaîner et se défoncer, je trouve ça quand même assez incroyable. Après les distances courtes, genre sprint et olympique, ça va bien quand t'es jeune parce que t'as besoin d'être explosif. Donc les efforts, hein, on va dire inférieurs à 2 heures, là c'est vraiment de l'explosivité. C'est comme son nom l'indique, c'est du sprint. Et ça, c'est pas trop ma caractéristique physique. Moi, j'ai besoin d'efforts longs pour m'exprimer. Et donc, c'est pour ça que je me suis tout de suite mis sur les demi-Ironman et Ironman. Et c'est vrai qu'honnêtement, moi, je garde ça comme mode d'entraînement, même si enfin, c'est pas forcément le schéma standard, une fois encore, pour les gens qui pratiquent le sport auto. Mais je trouve que c'est excellent. Et puis moi, ça m'aide à me défoncer, ça m'aide à me donner des objectifs clairs. Et donc, franchement, ça, c'est un sport que je trouve assez génial. Ok. Alors, s'il y a des triathlètes qui nous écoutent, et je sais qu'il y en a, fais-nous rêver. T'as été sur quel half, sur quel Ironman complet? Alors ça c'est une question, enfin une limite un peu mentale que je me suis imposée, c'est-à-dire que ça doit rester un plaisir. Je veux pas prendre l'avion pour faire des Ironman. Donc du coup, je reste dans un rayon accessible en voiture. Donc ce qui veut dire que j'en ai fait en Italie, en Suisse, en France, en Autriche. Et puis après, c'est le choix des courses se fait de manière un peu idiote en fonction de disponibilité des places. Parce que c'est un format qui a énormément de succès et t'as pas des places là où tu veux en fait. Et donc du coup, les dernières années, je le fais un petit peu par défaut parce que mon problème, c'est que je sais pas ce que je vais faire dans 6 mois. Donc m'inscrire à une course qui est dans 6 mois, j'en suis pas capable. Et donc je fais un petit peu en last minute là où je trouve des places. Donc voilà, j'ai fait Cervia donc en Italie. L'autre, je sais plus comment il s'appelle en Italie aussi. Il y en avait deux. Juste en dessous. Bref, en France, il y avait Vichy. Enfin, il y a toujours, je pense. Vichy, donc le full et le demi. En Autriche, c'était, je me rappelle plus du nom, Klagenfurt pour le full et puis le demi, c'était Asel Amzé. En Suisse, Thun et Zurich. Donc voilà, je reste, on va dire, dans un rayon européen. Bon, bah écoute, je pense que on peut
te qualifier de triathlète et d'Ironman. Si tu retournes à Thun, mon compère du podcast de Nakan se préparait pour Thun cette année, mais il a été annulé en 2020, mais il a été annulé à cause du Covid, donc il y retourne en 2021. Si jamais en last minute tu veux y aller, tu feras un coucou de ma part. 2021 pour moi c'est un peu un problème parce que vu que en 2020 tout a été annulé, toutes les inscriptions de 2020 ont été reportées sur 2021, donc résultat aujourd'hui j'ai juste aucune course au calendrier. Et honnêtement ça m'emmerde un peu. donc je sais pas trop comment je vais pallier à ce problème-là, mais allez, on va faire des défis off. Allez, c'est parti. Ok, donc rameur, motard, Ironman et ouais, Ironman, pas que demi-Ironman, mais Ironman complet. Et puis dans tout ça, la place du travail, est-ce que tu as toujours travaillé ou est-ce qu'il y a un moment tu t'es dit que c'était bon, il fallait commencer vraiment à financer ta carrière de sportif de haut niveau et comment t'as passé le pas et comment t'as fait pour financer tout ça? Non, alors j'ai jamais pensé à arrêter de travailler, j'ai jamais pensé à être un sportif professionnel entre guillemets, dans le sens où déjà l'aviron c'est pas un sport professionnel, la question se pose pas. Le triathlon, j'y suis arrivé tard et puis il y a tellement peu de triathlètes qui sont professionnels que ça j'imaginais même pas. Et pareil pour la moto, j'y suis arrivé beaucoup trop tard. Donc pour moi le sport ça a toujours été mon plaisir, ma valve de sécurité comme je te disais, mais je l'ai jamais abordé avec l'idée de faire une carrière. C'est juste et je pense que ça doit rester comme ça parce que si ça devient un travail, l'esprit change quoi. Et donc forcément j'ai toujours travaillé à côté. Quelques années comme employé. Après ça marchait pas toujours le format d'employé. Donc au final les 15 dernières années je suis à mon compte comme ingénieur consultant à mon compte, ce qui me permet en fait de jongler entre mes impératifs sportifs et puis les impératifs professionnels. Donc en fait impératifs sportifs c'est simplement les rallyes qui sont les plus longs en termes de temps. Et puis déjà c'est un agenda, les dates se discutent pas. Et puis donc ça c'est il faut quand même se dégager suffisamment de temps parce qu'au final dans les 10 dernières années les rallyes me prenaient entre 3 et 6 mois quand même. Ah ouais, quand même. Ouais, les petites années c'était 3 mois, les grosses années ça a été jusqu'à 6. Donc c'est vrai qu'il faut avoir la vie qui va avec, et donc la vie qui va avec, c'est consultant, à condition d'être clair avec tes avec tes clients et de leur donner dès le départ les moments où t'es pas dispo. Ouais. Donc là on parle de rallye moto. Hein. Rallye moto, ouais, essentiellement. Et puis après ma carrière de rallye a un petit peu là aussi j'ai un peu tout essayé, c'est-à-dire que j'ai commencé en motard. Après, j'ai eu la chance d'être embauché au Rallye des Pharaons comme responsable sportif et technique. Donc, du coup, j'ai organisé le Rallye des Pharaons pendant 6 ans en Égypte. Ça m'a amené à organiser d'autres épreuves, notamment en Italie, le Rallye de Sardaigne, le Rallye de Sicile. Après, j'étais aussi, tout ça, c'est des choses qui s'enchaînent assez naturellement quand tu es dans le milieu. J'étais directeur de course aussi sur l'Africa Race en 2010. J'ai travaillé avec l'organisation du Dakar pour l'Italie, et puis tout ça m'a amené aussi à faire les parcours, donc à dessiner les parcours, à faire les roadbooks, à travailler avec les cartes satellites, et ce qui au final est devenu, j'ai recréé un métier en fait quand le Dakar a été annulé en 2008. Enfin, pour la petite histoire, ceux qui connaissent pas, le Dakar donc forcément était en Afrique puisque ça s'appelle Dakar. Ça s'appelle Paris-Dakar à la base, donc déjà ça partait de Paris et ça allait à Dakar. Donc le trajet est assez vite défini, jusqu'en 2008 où il y a eu une menace terroriste et l'organisateur a décidé de le déplacer en Amérique du Sud. Ça a fait qu'on a perdu tout un panel de connaissances, notamment par rapport à la cartographie, par rapport à la région. Et jusqu'à présent, tant que c'est en Afrique, il y avait des cartographes, des gens qui jouaient avec des cartes papier, qui décidaient un petit peu des tracés. Qui aidaient en tout cas les tracés, les équipes. Quand on est passé en Amérique du Sud, on a perdu toute cette connaissance-là, et donc les équipes professionnelles, notamment en voiture, ceux qui mettent des budgets importants, se sont retrouvés un petit peu dans le manque. Et moi, en sachant ça, en fait, j'avais développé une capacité d'analyse des cartes satellites à cause de mon travail d'organisateur. Et en fait, on a fait en 2010, on a fait un pari avec l'équipe X-Red qui faisait courir les BMW et les premières Mini. Ils m'ont embauché en fait pour faire ce travail de cartographie, mais de manière digitalisée, la nuit avant l'épreuve. C'est-à-dire que sur les rallye raids, on reçoit le roadbook en grosso modo à 18h pour l'étape du lendemain.
Et donc, mon job, c'était, enfin, ce que font tous les copilotes, c'est-à-dire d'analyser le roadbook, de le préparer pour le lendemain pour être prêt quand ils montent dans la voiture. Mon job, moi, c'était de recréer le parcours de manière digitale. Et l'output, donc mon livrable, c'était de donner aux copilotes pour qui je travaillais des informations supplémentaires par rapport au parcours qu'ils allaient faire, des caps supplémentaires, donc qui leur donnent la direction, éventuellement des raccourcis, parce que si l'organisateur a oublié de placer des points de passage obligatoires, je pouvais trouver des raccourcis. Et puis au final, de trouver un espèce de tour virtuel sur l'ordinateur, un espèce de tour en hélico virtuel au-dessus de l'étape. Et donc, ce qui donnait en fait aux copilotes vraiment une perception vraiment très claire de l'étape du jour. Et ça a marché vraiment, enfin grâce notamment des outils comme Google Earth, ça marche extrêmement bien. Et donc ça s'est très vite professionnalisé. Moi, mes compétences ont été reconnues, et c'est pour ça que à partir de 2010, j'ai vécu pendant 10 ans de ça, et j'avais des contrats aussi bien avec les équipes auto, donc BMW et Toyota, mais pas en même temps évidemment, mais l'une après l'autre. Et puis, je suis passé chez KTM en 2014 parce que la spécificité pour les motos, c'est que là, le pilote doit naviguer tout seul. Oui, il n'a pas de copilote. Sur la moto. Il n'a pas de copilote. Mais c'est quand même un job assez incroyable parce qu'un pilote moto, il doit rouler vite, bien et en plus naviguer. Donc, quand mon job pour les copilotes, c'était de donner le maximum d'informations pour l'étape du lendemain, pour les motards, c'était complètement l'inverse. Il fallait que j'écrème le roadbook pour en tirer la synthèse, pour que lui il puisse se concentrer vraiment sur les informations clés et virer tout le reste et se concentrer sur le pilotage. Donc même typologie de métier, mais philosophie complètement différente. Et donc ça, j'ai fait ça de 2014 à 2018 inclus pour les motards. Et puis après, je suis revenu en voiture. Enfin bref, c'est un échange entre les deux mondes en fonction des opportunités en fait. Mais Ok, donc tu m'as presque préparé la transition vers finalement ta nouvelle vie, je peux même pas dire ta deuxième vie, ta 12e vie qui est passée dans le monde de l'auto. Mais cette fois-ci, tu t'es mis à la place du copilote, donc à la place du mort, excuse-moi, dans la voiture. Et c'est toi qui recevais les infos des préparateurs de cartes, ou tu continuais à jouer sur les deux tableaux? Non, écoute, en fait, j'ai joué sur les deux tableaux en 2015 parce que j'avais déjà fait le Dakar en 2015 comme copilote pour le team Overdrive, donc qui est le team officiel Toyota. Donc là, je faisais les deux tableaux. Je faisais à la fois mapman le soir et copilote la journée, donc c'était un peu épuisant. Tu devais pas dormir beaucoup du coup. Non, tu dors 1, 2, 3 heures par nuit maximum. Donc à la fin, t'es un peu rincé, ça c'est certain. Attends, je te coupe. Mais 1, 2, 3 heures par nuit, sport d'endurance, à quand un ultra en trail, quoi? Un UTMB, non, une diagonale des fous, des trucs comme ça? Ça m'intéresse pas là pour le moment. Tu vois. J'ai dit pour le moment. Peut-être que dans 5 ans, ça va changer. On reste en contact. Vas-y, moi je t'ai coupé, je te laisse continuer. Et du coup, après, ouais, donc j'avais déjà fait le Dakar comme copilote en faisant les deux. Mais par contre, mon métier de mapman, donc de recréer le parcours de manière digitalisée, honnêtement, ça faisait chier les organisateurs parce que moi, je donnais un petit peu, je mettais le focus sur leurs erreurs. Parce que s'il y avait s'il y avait des raccourcis, c'est parce qu'ils avaient mal placé les points. S'il y avait des infos supplémentaires, c'est parce qu'ils en avaient oublié. Donc, honnêtement, je faisais un peu chier le monde, les fédérations, les organisateurs avec ce métier-là. Et en plus, j'avais formé des gars pour faire parce que moi, j'étais focalisé sur des équipes, mais j'avais formé d'autres personnes pour le faire chez les autres équipes concurrentes. Donc, ce qui fait qu'au final, il y avait 4 ou 5 personnes qui étaient capables de faire ce job. Et ensemble, on n'était pas forcément les plus appréciés des organisateurs et des fédérations. Mais par contre, dans les équipes, vous deviez être tellement aimés. Dans les équipes, c'était un peu la course qui nous avait. Donc ça, c'est sûr que c'était pas mal. Mais donc au final, ça a amené la révolution qu'on a vécue cette année, c'est-à-dire qu'on n'a plus les informations la veille, mais on les reçoit le matin même sur la ligne de départ. Donc ce qui veut dire qu'on a 0 minute de préparation de notre étape. On monte dans la voiture, on sait pas ce qu'on va faire. Et deuxième révolution, c'est que tout ça, au-delà de donner les informations en dernière minute, il les donne de manière digitalisée. Donc il n'y a même pas la possibilité de récupérer les infos de manière un peu biaisée, parce que sur les roadbooks, quand c'était papier, t'avais des petits malins qui allaient chez l'imprimeur, qui récupéraient les infos, tu vois. Enfin, c'était un peu une guerre à l'info, quoi. Et donc là maintenant, on reçoit ça de manière digitalisée au moment du départ. Donc c'est juste impossible de préparer. Le travail de préparation que je faisais, il n'existe plus. Ce métier-là est mort. Et après, moi personnellement, je trouve ça très bien parce que ça responsabilise l'organisateur. Il est obligé de donner un travail qui est parfait parce que il a éliminé la période de préparation.
Donc du coup, lui, il est obligé de faire un travail nickel. Ouais, puis ça donne peut-être aussi un peu plus de chance là au niveau des valeurs sportives. Ça donne peut-être un peu plus de chance à toutes les équipes. Tout le monde joue sur le même tableau. Quoi. Ça remet tout le monde au même niveau au moment du départ. Donc ça, c'est sûr qu'en termes d'équité sportive, ça remet la balle au centre et c'est très bien comme ça. Et en plus, ça donne au copilote la possibilité de dormir le soir aussi, parce que du coup, il a pas son étape du lendemain, il a rien à faire. Clair. Donc c'est pas un détail quoi. Et vu que je viens de le vivre, je peux t'assurer que ça change la vie. Voilà. Ok, donc 2014-2015, t'as dit où t'étais déjà dans la voiture 2015. 2015, c'était une voiture d'une équipe officielle, mais par contre c'était un gentleman driver, c'est-à-dire un des pilotes qui paye pour la prestation. Donc voilà, c'était un pilote de milieu de plateau, on va dire. Ok. Donc là, j'imagine que tu prends un certain plaisir, même si tu dors pas beaucoup, mais à la finale, au final, tu dois en ressortir avec de belles expériences, de beaux souvenirs. Ouais, après le plaisir est vraiment lié au pilote, c'est-à-dire que quand t'as un gentleman driver, toi en tant que copilote, tu fais partie de la prestation, c'est-à-dire que lui il paye son billet pour participer à la course, et toi tu fais partie de la voiture au final. Donc il n'y a pas forcément une relation humaine. Enfin tu vois, tu te connais même pas avant le départ de la course, donc tu fais ton job et basta. Après, quelquefois ça peut bien se passer avec des gens qui sont très très sympas et qui pilotent bien, c'est pas toujours le cas. Et donc le fait d'être copilote pour un gentleman driver, t'es jamais très à l'aise parce que au final ses capacités c'est réel, tu les connais pas forcément, ou quelquefois tu les vois, elles sont pas bonnes. Puis après vu que c'est pas des pilotes professionnels par définition, sont pas forcément préparés pour ça. Donc quand tu fais 15 jours à 8 ou 10 heures par jour dans la voiture, le physique, il faut qu'il tienne. Donc si le mec il est pas entraîné, tu vois qu'il se déconcentre, tu vois qu'il commence à faire des erreurs. Donc c'est là où tu commences à stresser honnêtement. Et quand tu dis que tu es à la place du mort, ouais, dans ces cas-là, t'es pas serein. Ouais. Par contre, à l'inverse, comme quand tu passes avec des pilotes professionnels, là le monde change et tout est beaucoup plus facile, même si ça va 3 fois plus vite. C'est juste, enfin voilà, je viens de terminer le Dakar avec Stéphane. Je l'ai vécu, c'est l'expérience la plus facile que j'ai vécue, honnêtement. Après, c'est stressant parce que t'es là pour la gagne, mais c'est facile parce que t'as juste aucun doute sur les capacités du mec qui est à côté de toi. Ah oui, clairement. Et quand on déboule à 180 dans le désert, dans des endroits qu'on connaît pas, t'as envie d'avoir confiance dans le conducteur quand même. C'est clair. Il faut que j'en parle à ma femme qui a toujours peur avec moi en voiture. Alors, juste avant de passer justement à l'étape Stéphane et autres, comment est-ce que s'opère ta transition? Donc 2015, t'es copilote avec un gentleman driver. Tu reprends un petit peu ton boulot de mapman pendant quelques années. Ouais, non, l'histoire complète, c'est que 2014, je suis mapman pour KTM. Ça se passe extrêmement bien. Enfin, pour Marc Coma essentiellement, ça se passe extrêmement bien. À la fin du Dakar 2014, j'ai 3 propositions sur la table. Une pour être copilote chez Mini, une autre pour être mapman chez Peugeot, qui revenait en rallye raid, et puis l'autre qui était une offre conjointe de KTM et Toyota parce qu'ils ont des intérêts communs. Et c'est ça que j'ai choisi. Donc, ce qui me permettait d'être à la fois copilote sur certaines courses avec Toyota, dont le Dakar 2015, mais surtout d'être focalisé sur la formation des jeunes pilotes KTM. Donc, toute la génération qui roule encore aujourd'hui, les Toby Price, Matthias Walkner, Sam Sunderland, Antoine Méo et autres, c'est moi qui les ai formés en navigation, pas en termes de physique, mais de navigation. Et donc, pendant 5 ans, j'avais ce contrat, ce binôme un petit peu entre KTM et Toyota. Au début, c'était vraiment un binôme, c'était grosso modo 50-50. Au final, la balance a fini à 100% KTM, tout simplement parce que copilote d'un gentleman driver, comme je viens d'expliquer, c'était pas forcément la chose la plus sereine. Et puis Dozio, c'est vrai que mon attrait pour le monde de la moto était tellement fort que j'étais bien chez KTM et j'étais content de rester chez eux en fait. Et donc ce qui fait je suis arrivé fin 2018, en termes de copilotage, j'avais fait que 6 courses. Dakar, Maroc et autres, Espagne, et bref. Mais par contre, j'avais une énorme expérience de l'ensemble du circuit Rally Raid. Et voilà, donc au final, le Dakar qui vient de se terminer, c'est mon 60e Rally Raid. Et donc voilà, expérience globale de 15 ans, mais pas que focalisé voiture. Et donc là, je termine. Je termine 2018, donc coach des pilotes KTM et puis donc mapman. Donc je leur fais toute la préparation, l'entraînement pour la navigation. Fin 2018, j'ai une offre de travail qui m'intéresse vraiment. Donc je quitte le monde du rallye raid et je deviens directeur général du Freeride World Tour. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est compétition de ski extrême.
Et donc c'est un job. Enfin, les HQ sont basés en Suisse et puis c'est cinq étapes autour du monde. Il y a Japon, Canada, Autriche, Andorre et Suisse. Et donc c'est là pendant 2 ans, je quitte le monde du rallye raid et je viens faire ça ici en Suisse. J'ai adoré. Et jusqu'à l'hiver dernier où il y a le Covid là qui éclate, qui met un gros coup de frein au financement. Et donc voilà, ma mission s'arrête là au mois de mars de l'année dernière. Et puis c'est là où je me dis merde, j'aime quand même bien les rallye raids. Ça serait cool d'y revenir. Et c'est là que je réalise en fait que Stéphane Peter Hansel n'a plus de copilote et un petit coup de fil pour voir s'il est intéressé. Waouh, c'est juste comme ça qu'a commencé la belle histoire. C'est juste comme ça qu'a commencé la belle histoire. Enfin, il y avait quand même 20 ans d'expérience derrière. Hein. Non, mais l'expérience, ça c'est autre chose. Mais je veux dire, moi, je me serais jamais permis de l'appeler s'il roulait toujours avec sa femme, parce que je savais très bien que c'était son objectif de terminer sa carrière avec sa femme. Parce que pendant 20 ans, il roulait avec Jean-Paul Cotterêts, ils ont tout gagné ensemble, ils ont gagné 7 Dakar ensemble. Mais je savais que je connaissais Stéphane parce qu'on s'était croisés 20 fois sur les rallye raids, et je savais qu'il voulait terminer sa carrière avec sa femme comme copilote. Malheureusement, sa femme a eu des soucis de santé, ça s'est pas passé comme il voulait. Et donc Dakar 2020, Stéphane Peter Hansel roule avec un Portugais qui s'appelle Paulo Fiuza, que je connaissais aussi. Et je savais très bien qu'entre les deux, c'était pas forcément, enfin c'est humainement ça va très bien, mais la communication était difficile parce que les deux ne parlent pas un bon anglais. Stéphane parle pas portugais, le Portugais parlait pas français. Bref, communication c'était pas top. Et donc l'un dans l'autre, je me dis mais attends, enfin il roule plus avec sa femme et il a un Portugais avec qui ça marche pas, pourquoi pas moi quoi. Et donc du coup je l'appelle, je lui dis attends, est-ce qu'on peut en parler? Et puis on habite à 1 heure l'un de l'autre, donc on s'est vu chez lui et c'est comme ça que ça a commencé. Waouh. Et donc là t'es en fin de contrat, Stéphane se cherche sans vraiment se trouver et puis t'arrives et donc c'est le début de votre expérience donc sur 2020-2021 vers le Dakar 2021. Comment ça se prépare, comment ça se finance, comment ça se vit et puis on finira peut-être avec la victoire justement. Bah, comment ça se prépare normalement c'est assez simple. Après en 2020 c'était un peu compliqué parce que toutes les courses ont été annulées les unes derrière les autres. On devait commencer à tester ensemble au mois de mars. Au final on est monté dans la voiture pour la première fois, c'était fin août. Sur la Baja en Pologne qu'on a gagné d'ailleurs, donc c'était un coup d'essai qui a bien marché. Et donc après comment on se prépare, bah c'est moi ma préparation de base c'est le physique parce que c'est juste fondamental d'être en forme dans la voiture. C'est pas parce que quand tu es dans la voiture t'es clairement inerte, inactif. Par contre tu prends des chocs, tu te prends des baves toute la journée. Il faut quand même que ton corps absorbe tous les chocs, toutes les vibrations, enfin même la chaleur, toutes les sollicitations externes que tu reçois, il faut quand même être prêt à les recevoir. Et donc c'est pour ça que la préparation physique est fondamentale. Donc tous les mois en fait de mars, quand on a été d'accord sur le principe jusqu'à août, c'était du physique. Et puis à partir de août, on a pu commencer à rouler. Donc là on a commencé à ajuster un petit peu le langage, parce que là c'est pas question de langue évidemment, parce qu'on est tous les deux français, mais ajuster les termes. Quand on est en voiture, ça va extrêmement vite. Il faut pas qu'il y ait des doutes dans la tête de Stéphane. Lui doit savoir les informations qu'il reçoit, elles doivent être hyper claires, hyper précises. Il faut pas qu'il dise qu'est-ce que tu as voulu dire là. Donc il y a quand même eu un petit temps d'adaptation sur quel terme utiliser quand. Tiens, juste pour rire, tu nous fais un petit 10-15 secondes d'échange dans la voiture avec Stéphane. Ah bah, les échanges, c'est vite vu, il parle pas. Il y a que moi qui parle. D'accord. Le monologue avec Stéphane alors. Ouais, non, mais c'est clairement un monologue, mais tout dépend du type de la course. Si c'est une course désertique, il peut y avoir des moments de pause. Par exemple, dans les dunes, tu as peu d'informations. Donc là, c'est une information, j'en sais rien, tous les 5, 10, 15 kilomètres. Donc dans ces cas-là, il y a très peu le focus est sur le pilotage. Si tu veux faire une course comme la Baja en Pologne, là, c'est réellement un monologue. J'arrête pas de parler toutes les secondes et c'est je sais pas 300 mètres virage à droite, bosse dans G2 et puis tu fais le décompte 200 mètres, 100 mètres et t'enchaînes tout de suite derrière sur et attention, je sais pas dans G3 risque falaise à droite et ensuite cap 180. Enfin c'est toute une succession d'informations comme ça où d'une part moi qui ai le roadbook, il faut que je les lise, que je les traduise. Et surtout, il faut que j'en extrais la synthèse pour la donner à Stéphane. Et une fois encore, je peux pas lui en donner trop parce que sinon, il digérerait pas.
Mais par contre, je dois lui donner les informations essentielles pour qu'on aille au bon endroit, quoi. Moi, ça doit être plus sympa qu'un GPS quand même. Donc, après 300 mètres, tournez à droite. De toute façon, le rythme s'adapte en fonction des notes. En fait, plus les notes sont courtes en termes de distance, parce que quelquefois ça s'enchaîne tous les 2, 3, 400 mètres, plus le rythme vocal augmente. Donc là, c'est fluctuant vraiment. C'est pas un monologue, c'est vraiment une sinusoïde, quoi. Il y a des moments où c'est à fond et d'autres moments où c'est tranquille entre guillemets parce que c'est une note tous les 5 kilomètres. Donc là, t'as le temps de la préparer. t'as le temps d'en extraire la substantielle moelle. Et c'est là où tu peux regarder dehors ce qui se passe. Parce que quand ça s'enchaîne tous les 200-300 mètres, enfin voilà, ton roadbook devant toi. T'as ton roadbook et la falaise à 200 mètres, et puis une fois que t'es passé à 200 mètres, tu retournes dans le roadbook, c'est ça? Ah bah ouais, quelquefois tu lèves pas le nez, hein. Quelquefois tu les annonces derrière, et puis quelquefois tu ne lèves pas le nez du tout quand ça s'enchaîne vraiment vite, tu vois pas ce qui se passe dehors. Alors justement, au contraire d'un triathlon, même un triathlon avec beaucoup de variations de parcours sur le vélo, principalement parce qu'en natation et en course à pied ça va quand même relativement lentement, mais par rapport au vélo, mais et du coup au contraire d'un triathlon, tu dis des fois tu lèves pas le nez. Comment est-ce que tu fais pour apprécier la distance, parce que tu nous disais aussi quelques secondes avant que tu vas faire le décompte, donc je sais pas, virage à droite 300 mètres, 200, 150. Comment est-ce que tu fais pour apprécier ça? Est-ce que c'est au bruit du moteur, à la vitesse, parce que tu connais parfaitement bien ton copilote, tu sens le... Non, là tu as différentes choses, c'est-à-dire que le comportement de la voiture, ça tu te focalises là-dessus quand tu es en test, quand tu la mets au point. Après, quand tu es en course, t'es juste attentif au bruit, s'il y a des bruits suspects. Parce qu'en tant que copilote, tu es aussi le responsable technique de la voiture. S'il y a quelque chose qui va pas, c'est toi qui dois savoir l'ajuster. Mais pour répondre à ta question sur la navigation, en fait, on a nos instruments. C'est-à-dire que les instruments, tu as d'une part le roadbook, qui est maintenant digitalisé, qui avant était papier. Mais à côté de ça, on a quand même un odomètre, qui est tout simplement un compteur kilométrique, qui te fait le comptage à la distance. Et puis un GPS. Mais c'est pas les GPS qu'on connaît dans le commerce. C'est des GPS qui sont bridés, c'est-à-dire qu'ils te donnent que 3 informations. Ta vitesse, ta direction, donc qui est le cap en chiffres. Donc 0 c'est cap au nord, 180 cap au sud, et puis 270 à l'ouest. Bref, et puis ta position. Et donc ton GPS il te donne que ça. Et avec ça, avec le roadbook qui te dit kilométrage 25,72, Y à droite, cap 32. Et donc avec tes informations chiffrées dessinées et ton GPS qui te donne ta distance, tu sais, c'est là où tu sais tu fais ton décompte mental. Tu dis 500 mètres, Y droite, cap 32, 400 mètres, 300 mètres, 200 mètres, Y droite, cap 32, 100 mètres, maintenant. Bon. Et puis, et là, tu continues comme ça. Et donc, c'est grâce aux instruments que tu sais quand annoncer tes notes. C'est pas, la visuelle, c'est quand tu peux, quoi, mais c'est vraiment pas ça. Bon, finalement, une carrière de pilote de chasse ou de pilote de voltige, ça t'a jamais attiré non plus, parce qu'il y a la mécanique, il y a le fait que de toute façon tu vois rien dans l'air, tu sois dans un nuage ou pas, tu vois rien, et tu navigues aux instruments. Ça t'a jamais intéressé? Ah ouais, si je le case, je refuserai pas, mais je suis peut-être un peu vieux là pour commencer. Écoute, on en parlait en off. Le but, c'est d'être champion du monde de son monde. Si tu te fixes un monde dans l'avion, dans l'aéronautique de voltige ou de chasse, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Ouais, je pense que si l'occasion se présente, je refuserai pas. Je pense que t'as encore la caisse en plus. Visiblement, t'as l'air d'être plus qu'en forme, donc ça peut le faire. Ça peut le faire. On sait jamais, j'ai envoyé mon CV, on sait jamais. Ok. Donc du coup, tu nous dis que la préparation, c'est principalement du physique, c'est aussi de se synchroniser avec le pilote, puisque t'es le copilote, donc t'es le copilote et t'es aussi le mécanicien. Comment ça se finance? Parce que là, t'as intégré le team, l'équipe avec Stéphane. Est-ce que c'est finalement t'es salarié ou un équivalent, un consultant, et puis t'es payé comme ça à la pige, enfin à l'opération, ou est-ce que c'est le sponsor qui vous prend en charge? En fait, là aussi, t'as plein de formules, c'est-à-dire que quand tu commences au niveau amateur, comme toujours, c'est toi qui payes. Donc, le format classique, on va dire, c'est que le pilote paye et le copilote est payé. Ça, c'est le format habituel. C'est-à-dire qu'une fois encore, le copilote fait partie de la voiture, entre guillemets. Donc, celui qui paye, c'est le pilote. C'est lui qui doit trouver les financements. C'est possible d'avoir une copilote? Non, c'est possible. Ah si, c'est tout à fait possible. Il y en a qui font ça, mari et femme, bien sûr, ou même pas, même sans être mariés. Non, mais c'est parce que tu dis que ça faisait partie du package, donc tant qu'à faire, on peut toujours. Non, je dis des bêtises. Mais donc voilà, au départ, c'est ça, c'est essentiellement le pilote qui paye. Après, il y a certains, quand tu fais ça entre amis, par exemple, ça peut être du 50-50, mais c'est assez rare.
Et puis après, tu arrives à trouver des équipages amateurs où le copilote, où tu as même aussi des cas où le copilote a envie de se faire connaître dans la discipline, donc il accepte des prestations gratuites. Ça peut arriver. Et puis après, plus tu montes un petit peu dans la hiérarchie, plus le cachet devient intéressant. Et effectivement, le schéma traditionnel, c'est d'être payé à la course. Donc ça, c'est ce qui se fait pour, on va dire, 90% des copilotes. Et sauf quand tu arrives vraiment dans les teams de pointe, comme j'ai la chance de faire partie maintenant, là, tu peux avoir des contrats à l'année. Donc, ils te donnent un fixe à l'année, ce qui est pas forcément avantageux au nombre de jours passés par rapport à ceux qui sont payés à la prestation. Donc, le taux horaire, si tu veux, est forcément désavantageux, mais par contre, tu sais à l'année ce que tu gagnes et le nombre de jours que tu es pris. Ouais, clairement. Ouais. Donc c'est quand même, au final, c'est très confortable. En gros, tu acceptes un taux horaire moins bon, mais tu as une visibilité qui est nettement plus longue et nettement meilleure. Ouais. Alors, j'avais reçu à ce micro aussi Maxime Sorel, qui va bientôt en finir avec son Vendée Globe, qui nous avait parlé grosso modo du budget pour préparer un Vendée Globe qui se compte en nombre à 6 chiffres. Est-ce que tu as une idée du budget d'une équipe de pointe justement pour une préparation de Dakar? On parle d'une saison, hein, on parle pas juste d'une course. Ouais, sur la saison, franchement, c'est compliqué parce que ça dépend de la taille de l'équipe, du nombre de clients et autres. Donc là c'est vraiment des chiffres qui seraient un peu mis comme ça, balancés dans l'air. Mais grosso modo, pour te donner une idée du budget, c'est l'amateur de base en moto, un Dakar, c'est 50 000 balles. Ça, c'est vraiment le chiffre de base et t'as du mal à tout financer avec 50 000. Ça, c'est en moto, j'ai bien dit. Hein. Après, quand tu montes en SSV, t'es à peu près SSV, donc les side-by-side, les petits buggy, t'es à peu près à 100 000, tu doubles. Quand tu passes aux catégories voitures de série, t'es à peu près à 150, 200 000. Et je parle que du Dakar. Hein. Après, évidemment, ça, c'est l'épreuve la plus chère, la plus compliquée, la plus tout. Mais voilà. Et après, sur un team officiel comme Toyota ou Mini, eux, ils vendent les prestations en fonction de la voiture que tu veux. C'est, on va dire, entre 5, 6, 700 000 la course. Ouais, donc ça, c'est pour les gentleman drivers. Les gentleman drivers fortunés. Ouais. Et après, tu as ceux qui veulent faire deux, trois courses de préparation plus le Dakar. Dans une équipe officielle, t'approches un budget du million d'euros, quoi. Et puis après, donc c'est pour ça, après le budget global d'une équipe annuelle, honnêtement, j'en sais rien, mais ça dépend du nombre de clients, du nombre de courses et autres. Donc ça, je sais pas, mais ça te donne déjà quand même une première idée. Ouais, donc là, les chiffres que tu nous donnes, c'est finalement quand tu es un gentleman driver, que tu veux conduire une voiture, combien ça va te coûter pour X courses. Ouais, parce que c'est le principe de la discipline qui reste encore ouverte aux amateurs. T'as pas besoin d'être champion du monde pour prétendre à avoir une Mini. Il faut avoir le compte d'un champion du monde, ouais. Le compte en banque d'un champion du monde. Et puis, mais voilà, ça reste un sport mécanique, donc comme la majeure partie, tu vois bien, même en Formule 1, la moitié du plateau, ils payent leur siège, ils payent leur baquet. C'est pareil pour le rallye ou le rallye raid. Au final, t'as une dizaine de pilotes qui sont professionnels et qui vivent de ça, et puis après le reste, c'est des gentlemen qui se payent leurs prestations, qui se payent leurs vacances. Ok. Alors justement, donc ça c'est pour ceux qui s'offrent leur expérience. Pour une équipe comme par exemple, comme par exemple, je sais pas, l'équipe de Stéphane Peterhansel. Là, est-ce que tu as une idée un peu du budget pour le Dakar ou c'est confidentiel? Un, c'est confidentiel, mais deux, c'est, tu vois que nous dans le team Mini, on était 8 voitures. Sur les 8 voitures, il y a 2 voitures qui sont professionnelles, donc tu avais Carlos Sainz et Stéphane Peterhansel. Et donc les 6 autres, c'était des clients. Et je t'ai donné les chiffres juste avant. Donc tu vois, après ça dépend si t'es des clients, s'ils font qu'une seule course, s'ils font toute la saison et autres. Donc faut pas considérer 1 million par tête, mais en tout cas tu navigues entre 5 et 700 000 par personne. Ouais. Quoi. Oui, plus les sponsors qui vont venir allonger. Donc ça donne un peu une idée du budget d'une équipe comme ça, quoi. Ouais, mais honnêtement, les chiffres, moi je les connais pas. Les chiffres du team, je les connais pas. Non, mais ça nous donne déjà une bonne idée. Donc clairement, s'il y a des auditrices, des auditeurs qui veulent en faire leur carrière, commencez déjà à économiser. Ouais, après, c'est quelquefois assez surprenant. C'est un monde assez surprenant dans le sens où t'as des entrepreneurs passionnés qui économisent toute l'année, qui vendent des assets pour faire une course. Après, t'as des entrepreneurs fortunés. Tu vois tu découvres sur le bivouac des gens
tu les vois en short et t-shirt tout poussiéreux, puis au final tu découvres que c'est le fondateur de Booking.com, et puis celui-là c'est l'actionnaire principal de Varta, et sauf que tu les vois comme toi et moi, quoi, en short et t-shirt, et puis voilà. C'est un monde, ça reste des sports mécaniques, donc t'as tout, quoi. T'as un pilote comme Stéphane Peter Hansel qui a entre parenthèses rien fait d'autre de sa vie que de piloter, qui est vraiment pilote professionnel. Et après t'as des gentlemen qui économisent toute leur vie, et puis t'en as d'autres qui sont simplement fortunés. Donc t'as un mix de population qui est assez incroyable. Au niveau du brassage social, ça doit être quand même pas mal. Ouais, puis ouais, parce que après t'as des gens qui sont là de manière bénévole juste pour vivre l'expérience. T'en as d'autres qui sont spécialistes. Donc t'as des écarts juste fous, hein. Ça reste du sport mécanique, et c'est quand même un monde assez disparate. J'imagine que ça doit être des bons moments quand même, des bons moments de partage, d'échange. Quand on est sportif et qu'on partage les valeurs du sport, ça doit vraiment être un kiff total. Et puis là, tu rajoutes les valeurs de l'aventure, parce que c'est vrai que au-delà des valeurs du sport, tu rajoutes les valeurs de l'aventure, et tu sais, ça reste, il y a quand même un côté dangereux. Enfin, c'est con à dire, mais surtout quand tu viens de la moto, tu sais quand tu pars, tu sais pas dans quel état tu vas revenir le soir. Malheureusement, ça arrive, des accidents graves. Donc en voiture, c'est plus rare, mais enfin, il y a le facteur de risque quand même qui s'ajoute à tout ça. Donc c'est vrai qu'au final, ça fait une atmosphère sur le bivouac qui est quand même assez géniale, parce que tu partages les mêmes valeurs, les mêmes envies, et peu importe que le reste de l'année tu sois pâtissier ou millionnaire, quoi, tu vois. Et réellement, c'est ça. Nous, dans notre team, on a vraiment tous les niveaux sociaux. Mais par contre, quand tu es au bivouac, on est juste égaux, quoi. Ouais. C'est la beauté du sport, de manière générale. Ouais. Et c'est ce qui me fait vibrer. Edouard, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais ajouter pour l'épisode d'aujourd'hui, où on peut passer à la dernière petite section? Vas-y, je t'en prie. Bon, passons à la dernière petite section. Tu m'as dit en off que tu avais un temps limité, il nous reste 7 minutes. C'est la phase que j'aime bien un petit peu dans mes épisodes. Ah, ça a sonné. Juste une seconde, ouais, parce que ça a sonné. Attends, ce serait dommage de rater le facteur. Ouais. Hop, c'est bon, je suis là. Ça va. Bon, en tout cas, vous aurez pas vu, chères auditrices, chers auditeurs, mais moi j'ai eu l'occasion de voir un joli casque, l'intérieur un petit peu de chez toi, et puis un joli casque siglé Red Bull. Donc on est vraiment dans l'ambiance là. Hein. C'est juste. Je garde le casque dans la maison. Voilà, on va passer à la dernière petite section. C'est la section questions-réponses. Tu peux prendre ton temps pour répondre, ou alors juste du tac au tac. Moi, je veux juste en savoir vraiment les derniers instants avec toi. Ça va? Ça marche. Quel est ton meilleur souvenir de sport, quels que soient les sports, parce que en général, je pose ça à des sportifs de haut niveau qui ont vécu un sport dans leur vie. Toi, t'as toute une palette, donc choisis ton moment. Premier titre de champion de France d'avion. Premier titre de champion de France d'avion. Ok. Donc là, t'avais 16 ans. 17 ans. Wow. Ouais. Ton pire souvenir de sport? Exclusion de l'équipe de France d'aviron. Pour les motifs que tu nous as évoqués tout à l'heure? Exactement. Ok. Exactement. Donc ça, je l'ai vécu comme une injustice. Ok. Et comment tu t'es relevé justement là-dessus? Tu t'es mis à fond dans la moto, dans les études? Exactement. Dans la moto. Nickel. S'il y avait, si tu pouvais te transformer en un tout petit Edouard et justement te parler à ce moment-là, quand tu as vécu ton pire moment de sport, ton exclusion de l'équipe de France d'aviron, avec tout le recul que tu as, donc tu te transformes en un petit Edouard et tu vas te parler au Edouard de cette époque-là, qu'est-ce que tu te dirais? C'est compliqué, ça. C'est compliqué parce qu'au final c'était une bonne chose. Enfin, je veux dire, ça m'a permis de vivre 1000 autres trucs. Donc sur le moment, j'ai eu du mal à le digérer, mais c'est ça qui m'a permis de faire autre chose. Donc je pense que je me tairai et que je garde ce que j'ai fait. Waouh, superbe réponse. Allez, si un petit jeune venait te voir et te disait voilà, t'as une superbe carrière, je t'admire. Si je voulais faire comme toi, qu'est-ce que je devrais faire à part se faire virer de l'équipe de France d'aviron? Juste se focaliser, enfin jamais se décourager, jamais se focaliser sur ce que t'as envie et puis jamais se décourager. Ok. Si tu devais réécrire un chapitre, une phrase, une page du livre de ta vie, qu'est-ce que ce serait? Ouf. Ça c'est compliqué, ça. Réécrire ou changer. Non, comme ça là, il y a rien qui me vient, je garde tout. Ok. Bon, écoute, on est dans la continuité, c'est nickel. Ouais, non, franchement, j'ai pas de regrets. Enfin,
quelquefois, il y a des choses qu'on a du mal à digérer sur le moment, mais il y a toujours un sens qui, plus tard dans la vie. Donc, tu vois, bon, j'ai absolument rien à regretter. Belle philosophie de vie. Un sportif, quoi. T'es obligé. Si t'aimes ça, ça fait partie du jeu. Ah bah c'est clair. Il y a une avant-dernière question que j'ai ajoutée il y a quelques temps et que j'apprécie particulièrement. C'est une phrase à trous. Je te donne le début de la phrase, je laisse la finir. Le talent, c'est bien, mais 3 petits points. Ça suffit pas. Ok, ça suffit pas, virgule. Qu'est-ce que tu rajouteras encore derrière? Faut du travail et de l'abnégation. Wow. Ça, c'est obligatoire. Ok. Et puis, pour terminer, et je crois qu'on sera dans les temps que tu m'as annoncé, c'est le moment du passage de témoin. S'il y avait une sportive, un sportif, un aventurier que tu aimerais entendre à ce micro, est-ce que tu aurais quelques noms à nous donner? Essaye avec Mike Horn, ça serait intéressant. Ah ouais, ce serait cool. J'ai essayé, mais je suis pas encore assez, pas encore assez au top là. On va essayer de le relancer. Ça marche. Ok. Bah écoute, je note. Merci beaucoup, Edouard, pour ce temps que tu nous as accordé. J'ai passé un super moment avec toi. Peut-être que je continuerai à t'embêter un peu en off. J'ai encore plein de questions pour toi. Ça marche, avec plaisir. Merci à toi. Je te souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, vous connaissez la rengaine. Si vous avez apprécié, venez sur Apple Podcast, laissez-moi un commentaire, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis, s'il y a quelque chose qui vous a pas plu, dites-le moi aussi. Ça va me permettre d'avancer, de progresser, et puis de vous proposer des contenus toujours plus en accord avec vos attentes. Merci beaucoup, Edouard. Je t'en prie. Bonne journée à tous. Merci. Ciao. Salut. Vous êtes encore là, alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens pour pouvoir contacter mon invité dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part, je suis sûr que ça lui fera très plaisir et ça l'encouragera dans tous ses projets. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs. Thank you.